Bonjour Monsieur Mbelou, Bonjour Monsieur Tenmando. bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, l'agenda des concertations nationales divise majorité et opposition, c'est ce que titre la presse écrite de Kinshasa. Et le potentiel va plus loin et dit la question de fond et de la forme de concertation nationale appelée par Joseph Kabila divise la majorité et l'opposition. Et vous pensez que c'est important de se focaliser sur l'agenda de ces concertations annoncées? Et il y a d'abord cette question-là de pouvoir lire posément les revendications de l'opposition politique congolaise. Il y a dans ces revendications une certaine ambiguïté. Il faudrait peut-être qu'elle nous aide à dépasser cette ambiguïté-là. Je m'explique. Au même moment que cette opposition congolaise reconnaît M. Joseph Kabila comme président de la République, elle refuse qu'il puisse convoquer les concertations nationales. C'est cela qui fait que le problème puisse se situer ailleurs et montre l'ambiguïté de l'opposition congolaise. Si elle pose, comme elle le fait, la question de la légitimité des gens qui occupent les institutions congolaises après les élections chaotiques de novembre et décembre 2011, la question est de savoir pourquoi cette opposition congolaise ne recourt pas à l'article 64 pour faire échec aux gens qui ont pris le pouvoir au Congo en orchestrant un coup d'État, et elle cherche à trouver un mode de souveraineté avec des putschistes. C'est ça la question qui me semble essentielle. Est-ce que ce n'est pas sa façon de pouvoir se repositionner face aux enjeux futurs? Donc il serait mieux que cette opposition lève cette ambiguïté. Pourquoi dans ces revendications demande-t-elle par exemple qu'on ne touche pas à l'article 220 de la Constitution? Pourquoi, depuis lors, ne fait-elle plus jamais allusion à l'article 64? C'est que elle a accepté le coup d'État de novembre et décembre de 2011. À mon avis, c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Mais le fond du problème n'est-il pas le partage du pouvoir, hein? N'ayons pas peur de le dire. Est-ce que ce n'est pas le partage du pouvoir que certains membres de l'opposition veulent finalement? Dans leur texte, ils disent qu'ils doivent dépasser ce partage historique de pouvoir pour répondre à l'appel que le président Tshisekedi ne cesse de lancer en privilégiant le peuple d'abord. Et si ils voulaient attester qu'ils ne sont pas pour le partage du pouvoir, je ne vois pas comment ils chercheraient à dialoguer avec un pouvoir os-putschiste. C'est ça le problème. Et c'est ce pouvoir os-putschiste qui commence à dire que l'opposition voudrait faire un coup d'État en oubliant qu'il est lui-même issu d'un coup d'État. Hein? Donc c'est comme si on allait d'un coup d'État à un autre. Et voilà pourquoi j'estime que la question essentielle, c'est celle de la légitimité du pouvoir qui convoque les concertations nationales. Et si, par erreur, certains d'entre nous acceptaient d'aller à ces concertations-là, ils iraient légitimer un pouvoir issu du coup d'État après les élections chaotiques de novembre et décembre 2011. Et devant ces profondes divergences, il semble que Denis Sassou Nguesso aurait été consulté par Aubin Minaku, président du Parlement de Kinshasa, et l'opposition voudrait d'un médiateur international. Est-ce que la désignation de ces médiateurs crédibiliserait ces concertations? Il y a un problème avec cette opposition-là. On a eu des médiateurs internationaux dans notre histoire. Rappelez-vous qu'on a eu Ketumi Le Massir comme
médiateur international lors de certaines concertations dans notre histoire. Et ces concertations-là ont pu avaliser des textes qui ont été écrits ailleurs et non les textes concoctés par les Congolais eux-mêmes. L'intervention des médiateurs dits internationaux n'est pas nécessairement le gage de la crédibilité des concertations dans lesquelles on s'engagerait. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Au Brésil, le peuple est allé dans la rue parce qu'il estimait que ses droits sociaux, économiques, culturels et politiques étaient violés, et la présidente du Brésil, Dilma, est restée à l'écoute de la rue. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Une bonne portion de la population égyptienne a compris que le président Morsi, bien qu'élu démocratiquement, n'arrivait pas à réaliser ses promesses électorales, n'arrivait pas à répondre aux attentes du peuple. Et comme cette portion de la population est bien éduquée politiquement, elle est régulièrement sur les réseaux sociaux, et avec la peur de l'opposition et de l'armée, cette portion de la population a réussi, même si c'est encore un peu flou jusqu'à ce jour, elle a quand même réussi à déposer un président élu démocratiquement, pour montrer que même quand il y a passage par les urnes, la légitimité électorale ne suffit plus. On ne peut plus aujourd'hui gouverner en ignorant le peuple, en ne l'associant pas aux décisions qui engagent le destin collectif, en ne faisant pas régulièrement la reddition des comptes. On ne peut plus aujourd'hui gouverner en ignorant les revendications de la rue. Mais comme nous vivons dans un pays où les médias sont entre les mains du pouvoir OS, dans un pays où nos populations sont sous-informées sur ce qui se passe dans d'autres pays et même sur les enjeux majeurs de ce qui se passe dans notre pays, comme nous faisons partie d'un pays où l'éducation civique de notre population, de nos populations, n'est pas encore suffisamment assumée par les partis politiques, notre pays peine à pouvoir sortir du coup d'État où il est plongé depuis tout un temps, mais aussi du pouvoir d'occupation qui s'est installé chez nous depuis 1996 jusqu'à ce jour. Vous avez parlé de l'Égypte. Je voudrais qu'on dise un mot par rapport à cela, parce que même sur les réseaux sociaux congolais, il y a énormément de débats. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable révolution lorsqu'on voit que visiblement ce sont les militaires qui ont la main sur place, quand on voit que les médias des frères musulmans ont été fermés, il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés sur près de 300 dirigeants des frères musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas de danger là d'une manipulation, d'une révolution? Bon, on ne sait pas, ça semble assez complexe, hein. Attendons voir dans les jours prochains quel en sera l'épilogue. Mais peut-on véritablement parler d'une révolution dans ce cas précis? Mais l'Égypte n'en est pas à sa première descente dans la rue. Hein. Nous pouvons, à juste titre, parler du coup de main de l'armée, mais l'Égypte... Non, mais c'est plutôt un coup d'État. Oui, c'est l'armée qui a déposé Morsi. L'Égypte n'en est pas à sa première descente dans la rue. Hein. Il y était déjà, et il y était déjà massivement. La question essentielle, c'est, à mes yeux, c'est ce que je venais de vous dire. Aujourd'hui, même à partir de l'étude de certains grands philosophes politiques, comme un certain John Rawls, on se rend compte que la légitimité politique ne peut pas être réduite à la légitimité électorale. La légitimité électorale doit pouvoir être confirmée par la réalisation des promesses électorales, mais aussi et surtout par la prise en compte des droits sociaux
économique, politique et culturelle des populations qui ont élu. Une fois que ces histoires-là ne sont pas prises en compte, on se réalise chez le peuple bien formé, bien informé, que la légitimité politique est une légitimité faible. Et je pense que c'est ce que la plupart de nos concitoyens, et même la plupart d'hommes et femmes politiques, ne savent pas ou font semblant de ne pas savoir. Donc aujourd'hui, en voyant ce qui se passe en Égypte, on se rend compte pardon, qu'une idée devient une force quand elle atteint des masses, comme le dirait Marx. Et l'avantage que les jeunes, quand vous regardez un peu ce qui se passe en Égypte, vous voyez, que ce sont les jeunes qui sont sur le devant de la scène, même si il y a l'apport de l'armée. Ce sont les jeunes, il y a d'ailleurs des jeunes qui s'étaient déclarés rebelles parce qu'ils ne voulaient plus de ce pouvoir de Morsi. Et on n'a peut-être pas beaucoup de temps pour faire l'histoire des frères musulmans, mais il serait important de lire l'histoire des frères musulmans pour savoir comment ils ont pris le temps de pouvoir s'emparer du pouvoir en Égypte, mais en coopérant avec certains pays islamiques comme le Qatar et maintenant l'Arabie Saoudite. N'oublions pas qu'ils ont travaillé aussi depuis longtemps avec certains pouvoirs impérialistes du monde. Très bien. Toute autre chose, après la SENCO, c'est au tour des professeurs de l'université de Kinshasa d'affirmer leur opposition à toute tentative de révision constitutionnelle. Et dans une déclaration rendue publique le vendredi 5 juillet, cette association s'est dit opposée à toute tentative de révision constitutionnelle. Qu'est-ce que vous pensez de cela? On sait que tout ça est parti de la publication du livre d'Évariste Bochab, lui-même professeur à l'université de Kinshasa. Et voilà maintenant que ses pairs ne veulent pas du tout également de cette révision constitutionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a moyen de lire dans les différentes réactions faites autour de l'article 220 de la Constitution de Liège qui gère le pays aujourd'hui. Il y a moyen de faire plusieurs lectures. Il y a de nos compatriotes qui affirment que le livre d'Évariste Bochab était un ballon d'essai. Il a voulu savoir comment les Congolais réagiraient si jamais demain on touchait à l'article 220 de cette constitution. Il y en a qui estiment aussi, et ils ne sont pas encore très écoutés, que ce débat est une distraction organisée pour pouvoir couvrir le pouvoir d'occupation du pays, et ces compatriotes-là ne sont pas encore très bien écoutés. Mais il y en a d'autres qui estiment que s'attarder à l'article 220, c'est la position que j'ai développée il n'y a pas très longtemps, en oubliant l'article 64, c'est lire cette constitution de manière sélective. Il y en a d'autres encore qui disent ceci: bien que la réaction contre la révision de l'article 220 soit purement et simplement un signal fort lancé à l'endroit du pouvoir d'occupation pour que après 2016 on ne puisse plus compter avec monsieur Joseph Kabila. Il y a des compatriotes qui estiment que nous sommes en train de nous leurrer sur cette lecture de la chose. Pour que le pouvoir ose actuellement, que nous dénommons de temps en temps la Kabylie, ne puisse pas poursuivre sa marche après 2016, il doit être tout simplement être mis hors d'état d'agir. Si c'est le même pouvoir qui est aux commandes et qui organise les élections de 2016, il ne serait pas exclu qu'il mette ses pions
et que ces pions les gagnent haut la main pour pouvoir conserver leurs dividendes après 2016. Il y a une autre catégorie qui dit ceci. Quel est le pouvoir dont disposent ceux qui demandent que l'article 220 ne puisse pas être modifié, ne puisse pas être changé? Quel est le pouvoir dont ils disposent et dont ils n'ont pas pu faire usage quand, après les élections chaotiques de décembre 2011, Monsieur Joseph Kabila et son clan se sont reconduits à la tête de notre pays? Pourquoi est-ce que ceux qui disent aujourd'hui que demain ils vont se transformer en cadavre si jamais on modifiait l'article 220 n'ont pas pu faire usage de leur pouvoir déjà en novembre et décembre de 2011? Même si il y a moyen de revenir sur le fait que l'éducation civique et politique de notre peuple est encore suffisamment embryonnaire. Il y a des compatriotes qui ne voient pas comment ceux qui défendent la révision constitutionnelle, ils ne voient pas à quelle force, à quel pouvoir ils pourront recourir demain pour pouvoir faire échec à ceux qui tiennent ou qui pourront penser à la révision de cette constitution de Liège. Et je termine par un dernier groupe qui dit qu'on touche ou qu'on ne touche pas à l'article 220, demain, si les véritables fils et filles de ce pays-là ont le pouvoir, ils devront mettre sur pied une assemblée constituante pour rédiger une constitution congolaise qui ne soit pas un texte venant de Liège ou d'une autre ville occidentale et que les Congolais avaliseraient. Il y a déjà la conférence de Louabourg, la constitution de Louabourg, il y a la constitution de la conférence nationale souveraine. Ce sont des textes auxquels on pourrait se référer pour rédiger une constitution congolaise écrite, rédigée par les Congolais, pour les Congolais et pour un Congo debout. Très bien. Matata Mponyo, le Premier ministre du gouvernement de Kinshasa, a étalé un bilan élogieux des 6 premiers mois de l'année qui démontre les efforts fournis dans la stabilité du cadre macroéconomique. C'est ce qu'écrit les quotidiens L'Avenir. Il ajoute la régularité de la paie, les emplois créés, l'éducation, la santé, l'agriculture, les transports, l'eau et l'électricité, ainsi que les routes. Monsieur Mbelou, cette autosatisfaction correspond-elle à la réalité telle qu'est vécue par nos compatriotes? Monsieur Matata Mponyo fait une lecture politico-économique de la situation de notre pays à partir des références occidentales. Or, à force de parler de la macroéconomie, de la croissance, aujourd'hui, l'Occident est en train de connaître une crise économico-financière qui ne dit pas son nom. Il y a là un problème fondamental. Quelles sont les références dont nous nous servons pour pouvoir évaluer la marche économique de notre pays? Pourquoi ces références doivent-elles rester éternellement occidentales, alors que l'Occident, qui les a utilisées depuis des années, est en train de chercher à changer, à trouver une autre lecture de la situation économico-financière de ces pays. Là, c'est une question importante. Une deuxième question. On nous parle d'école, on nous parle de route. Quel est le budget affecté à ces écoles-là? D'où est venu ce budget? Quand on parle par exemple de la santé et de l'école dans un pays comme le Venezuela, on donne le chiffre. Le Venezuela affecte aujourd'hui à l'éducation 7% de son budget. Monsieur Matata Mponyo, peut-il nous dire quel est le pourcentage du budget congolais qui se chiffrait
à pas plus de 7 milliards de dollars, quel est le pourcentage de ce budget qui est affecté à l'éducation et à la santé? Combien d'hôpitaux ont été construits pendant ces 6 mois? Combien de Congolais et de Congolaises ont accès aux soins dignes de ce nom? Hein, je vous rappelle que dans la plupart de nos villes et de nos villages, il n'y a pas moins de 100 personnes qui meurent par jour. Peut-être que mon chiffre est inférieur au chiffre réel. Cette autosatisfaction est liée au fait que il n'y a pas pluralisme politique chez nous. Ce sont les mêmes qui sont aux commandes, qui s'auto-évaluent et qui ne laissent pas suffisamment d'espace pour que leur auto-évaluation puisse être critiquée. S'il y avait pluralisme politique, d'autres sons de cloche seraient entendus et M. Matata Mponyo relativiserait sa lecture auto-satisfaisante du bilan de ces 6 mois à la tête du gouvernement fantoche de Kinshasa. Cela étant, n'oublions pas, comme je viens de le souligner, que ce gouvernement est fantoche, il est issu d'un processus électoral chaotique. Il ne serait pas exclu qu'il réalise cette autosatisfaction pour pouvoir cacher le processus historique dont il est issu. En parlant d'autosatisfaction, Lambert Mende, qui est porte-parole de ces gouvernements, a accordé une longue conférence de presse aux médias à Kinshasa. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Et c'est sur les mots de One Man Show. Et on a comme l'impression que ce gouvernement évolue. Il a une lecture du mode pensée unique. Parce que lorsqu'on pose des questions, la manière qu'il a de répondre, c'est... je ne sais pas, vu de l'étranger, ici on a comme l'impression que le mode de fonctionnement qu'il y a à Kinshasa est un peu, il est un peu bizarre. Hein. On n'accorde pas du tout la parole à un point de vue différent. Donc c'est ce que le gouvernement dit qui est parole d'évangile. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Et il y a un mépris de ceux qui ne font pas partie de ce clan-là. Il y a un mépris terrible. C'est lié au fait que ces messieurs-là considèrent nos compatriotes comme étant des chiens. Hein, le chien aboie, la caravane passe. La caravane est en train de passer à travers des bilans autosatisfaisants. Et bon, comme ils ont du mépris et ils vivent dans un certain sentiment de suffisance, et ils n'ont de compte à rendre à personne, hein, ils débitent leur discours et tout le monde doit pouvoir dire Amen. Hein, c'est lié au fait qu'ils n'ont pas beaucoup de considération pour nos concitoyens et voilà pourquoi il faudrait qu'un jour cette façon de faire puisse cesser. J'ai fait allusion à Dilma Rousseff dans notre émission ici. Il a fallu voir comment cette dame-là, une grande dame brésilienne, a dû convaincre son cabinet, son gouvernement, de pouvoir rester à l'écoute de la rue. Hein. Dilma a tendu la main à la rue parce que elle estimait que les revendications de ses concitoyens étaient valables et qu'il fallait y répondre. Mais là, nous avons affaire à un gouvernement qui estime qu'il n'a rien à devoir à personne. Hein? D'où le mépris, le sentiment de suffisance, un peu d'orgueil, hein? Un sentiment à la limite de l'orgueil là. Mais bon, ce sont des sentiments des personnes qui sentent eux-mêmes que le navire est en train de leur échapper. Le 28 juin 2013, c'était à Bruxelles la conférence 53 ans après. Que reste-t-il de l'indépendance du Congo organisée par la structure Congo Lobbying? Vous étiez parmi les intervenants. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en a été exactement? Il y a eu une lecture commentée des livres
des compatriotes qui étaient là est celui de Charles Onana, Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent. Il y avait le livre de Cheikh Fita, Démocratie assassinée, point d'interrogation. Il y avait le livre de notre compatriote Kassa Kassa et notre livre collectif RD Congo, la RD face au complot de balkanisation et d'implosion. Alors il y avait chaque fois l'un d'entre nous qui avait lu, l'un des compatriotes qui était là, qui avait lu l'un de ses livres et qui posait des questions à son auteur, et l'auteur essayait d'expliquer le fond de sa pensée. Alors, à cette rencontre de Congo Lobbying, cette rencontre organisée par Congo Lobbying, nous sommes arrivés à certaines conclusions. Que le Congo a été indépendant en 1960, mais que cette indépendance doit pouvoir devenir réelle et doit pouvoir être assumée par les Congolais pour qu'ils deviennent les acteurs majeurs de leur propre histoire. Nous avons aussi insisté sur la réécriture de notre histoire par nous-mêmes. Nous avons insisté sur la création des pensées, parce que nous nous rendions compte que ce qui nous arrive depuis plus de 50 ans est étudié, planifié, et que nous ne saurons pas pouvoir y faire face si nous ne prenons pas le temps d'étudier, de planifier, de créer des lieux où la pensée peut être partagée avec nos compatriotes et nos populations, et qu'il y ait davantage de synergie entre ces lieux de la pensée et la base de nos populations, que ce travail de synergie puisse être fait. Et nous nous convainquons aussi que le pouvoir traditionnel congolais a été oublié par l'organisation moderne, l'organisation politico-socio-économique moderne et même culturelle moderne, et qu'il est temps de pouvoir penser à redonner au pouvoir traditionnel congolais sa véritable place. Nous faisions ce constat-là à partir du livre de notre compatriote Kassa Kassa, mais aussi de la relecture de toute notre histoire. Nous faisions comme si certains d'entre nous ont écrit sur notre histoire et l'ont présenté comme si, avant notre contact avec le monde occidental par le biais de la traite négrière et de la colonisation, nous n'existions pas comme peuple ayant des organisations socio-politiques et économiques viables. Et là, nous avons pu faire allusion nous-mêmes à un livre de Jacques Goudy intitulé Le vol de l'histoire, en nous réalisant qu'il y a eu au cours de notre histoire non seulement le vol de nos matières premières, mais le vol de notre histoire qui a participé de l'hégémonie culturelle occidentale dominante. Donc c'est toutes ces questions-là qui ont été abordées, et notre joie était liée au fait que une soixantaine de Congolais qui participaient à ces échanges étaient convaincus de leur pertinence et en redemandaient. Il y a de plus en plus de compatriotes qui estiment que nous devons pouvoir travailler intelligemment ensemble, nous organiser pour faire face aux enjeux et aux enjeux majeurs dont notre pays est l'objet aujourd'hui. Pour finir, un mot sur Eugène Diomé Ndongala, dont l'état de santé inspire énormément d'inquiétudes. Il y a eu la semaine dernière à la prison de Makala ce qui a été présenté comme une mutinerie. Quelles sont les dernières nouvelles de Eugène Diomé Ndongala que vous avez? Au cours de cette mutinerie-là, Eugène Diomé Ndongala a été projeté au sol. De son matelas, il a été projeté au sol comme un sac dans son état indescriptible, parce qu'il est très très malade. Il a mal partout. Les dernières nouvelles sont les suivantes. Le médecin d'Eugène Diomé Ndongala a demandé, le médecin de la prison
a demandé au directeur de la prison de pouvoir laisser le jeune pour qu'il aille se faire soigner. Son épouse a tout fait pour que ce message du médecin parvienne au directeur de la prison. Mais le directeur de la prison ne veut rien entendre. Voilà encore une preuve que nous ne vivons pas dans un pays qui peut effectuer des bilans autosatisfaisants comme celui de Matata Mponyo. Un acteur politique, ou des acteurs, parce qu'il y en a encore 4 ou 5, ou même plus, retenus en prison pour des raisons tout à fait politiciennes et que l'on voudrait voir mort parce que il a commis le péché de pouvoir dire sa vision de la politique congolaise aujourd'hui. Donc une preuve qu'il n'y a pas de pluralisme politique dans ce pays-là et que ceux qui parlent aujourd'hui, par exemple, s'ils disent des choses suffisamment désagréables pour le clan Kabila, il risque de rejoindre John Mindongala en prison. Donc il est très malade. Il est très malade. Il est pratiquement paralysé. Et le directeur de la prison n'accepte pas que ce monsieur-là puisse sortir pour aller se faire soigner. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien Monsieur Etienne Nandou et à la semaine prochaine.